Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. On va traiter un sujet qu'on a intitulé Comment suivre vos compétences critiques et améliorer le staffing de vos projets. Et pour m'accompagner là pendant cette heure pour démarrer la journée, je reçois Olivier de la société Ilamp. Je vais te laisser te présenter, Olivier. Oui, bonjour à tous et à tous. Olivier Roux, je suis l'un des cofondateurs et le président d'Ilamp. Ça marche. Alors, on va peut-être commencer par présenter Ilamp, nous expliquer un peu déjà pourquoi tu as créé cette société. Alors très clairement, c'est vrai que pour donner la grande histoire d'Ilamp, on a été créé donc en 2015 et en fait l'idée originale c'était vraiment de faire la connaissance des collaborateurs, de leur expertise, de leur richesse humaine, vraiment une information, une donnée précieuse pour les entreprises. Donc on a vraiment commencé en 2015 par ça, vraiment cartographier, mettre une technologie qui permettrait de cartographier l'ensemble des compétences, des expertises de l'ensemble des collaborateurs. Maintenant, notre histoire a effectivement énormément grandi. On a énormément grandi dans le temps. C'est vrai on a plus de 5 ans maintenant. Et on a mis énormément de R&D pour pouvoir permettre cette connaissance fine des collaborateurs. Puis après, on a eu nos premiers clients importants comme Bouygues Construction ou bien Eurotunnel. Dans notre histoire, on a été référencé à l'UGAP pour tout ce qui est l'administration publique. On a fait notre première levée de fonds de 2 millions d'euros en 2019. On a continué à avoir de beaux clients comme SPI, CS et les ministères sociaux. On est rentré dans la marketplace de SAP, c'est-à-dire que SAP nous a reconnus comme étant un module complémentaire et d'expertise sur les compétences. Voilà. Et tout récemment, on a aussi signé avec Orano, donc le nouveau nom d'Areva, que tout le monde connaît, et Naval Group. Et donc voilà, on a atteint maintenant plus de 45 clients, donc c'est vraiment de la PME jusqu'au grand groupe, on pourra y revenir plus tard. Et tout récemment, on va prochainement communiquer sur nos 2 nouvelles offres qu'on a appelées Ilamp Industrie et Ilamp Staffing. Et donc, vous en saurez plus tard. Ça marche. Alors, on va démarrer par poser une petite question là aux participants. Alors, une question toute bête, hein, relative aux compétences. L'idée, c'est de savoir comment vous gérez vos compétences aujourd'hui. Est-ce que vous les gérez à partir d'une application dédiée, un logiciel, hein? Est-ce que vous gérez ça plutôt avec Excel, Word, enfin avec le pack Office, hein? Ou est-ce que, faute d'outils, finalement, vous gérez pas grand-chose aujourd'hui? Je vais laisser quelques secondes pour répondre. Je vois qu'on a déjà à peu près un peu plus de 80 personnes qui sont arrivées. Ça monte. Allez, encore 5 secondes. On a 53% des participants qui ont déjà voté. Ouais. Allez, on va vous montrer les résultats. Il n'y a pas de grande surprise. Voilà. Alors effectivement, pour les scores, c'est sûr qu'il y a la majorité, c'est Excel ou Word. Donc, et on le comprend, hein, on a mis énormément de temps, nous, chez Ilamp, à faire en sorte d'être aussi pratique qu'Excel pour gérer les compétences. Et on a quand même aussi, à égalité, on n'a pas d'outil où on gère avec une solution dédiée. Donc, ce qui est déjà quand même pas mal. Ce qui veut dire que finalement, dans la plupart des cas, en fait, c'est du pack office ou rien, hein. Bah oui, oui, clairement, on va traiter le sujet dans nos différentes présentations là qui vont suivre. C'est vrai que la compétence est quelque chose qui est très complexe à manipuler euh, et qui mérite effectivement d'être travaillé. Et en fait, là, c'est d'ailleurs ce qu'on va introduire ici,
c'est où on en est vraiment au niveau des compétences en 2021. Donc, clairement, nous, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'on est quand même encore dans une approche qui est naissante. Hein. Clairement, on sent que les gens sont encore en train d'essayer de comprendre, de s'approprier la notion de compétence. Je trouve qu'un des exemples qui est très parlant par rapport à ça, c'est que quand donc on échange régulièrement avec de potentiels clients chez Elamp, ils nous disent souvent, voilà, j'aimerais bien avoir un outil pour mon recrutement, donc mon ATS pour mon recrutement, mon LMS pour ma formation, un outil SIRH Core pour l'administratif RH, et j'aimerais bien avoir un outil de gestion des compétences. Alors c'est assez drôle parce que la notion de gestion des compétences, c'est pas une fin en soi, hein, c'est un moyen. Donc rien que de dire j'ai besoin d'avoir un outil de gestion des compétences sans forcément évoquer la finalité, ça prouve bien on sent qu'il y a quelque chose encore d'important, il y a quelque chose d'important sur les compétences, mais en tout cas, les gens tâtonnent sur l'utilité derrière. Ils savent qu'il faut le faire, gérer les compétences, mais la fin en soi est encore complexe. Au niveau des SIRH, nous, on a vu récemment effectivement aussi que il y a une maturité qui est en train de se faire. Hein. Récemment, certains de gros éditeurs SIRH ont racheté certains de mes amis parce que voilà, eux aussi ont senti le besoin des compétences. Leur matière première à l'origine, c'était pas du tout la compétence, c'était plutôt l'évaluation avec les fiches métiers. Ils faisaient pas de la donnée compétence, ils n'étaient pas techniquement prêt pour faire de la donnée compétence une matière première qui coordonne le tout. Et donc, c'est pour ça que récemment, ils ont fait certaines acquisitions. Et on va le voir aussi sur les CRH qui ont encore du mal à devenir vraiment des outils totalement au service des opérations. C'est-à-dire que c'est des outils, avant tout, de toute façon, ils ont été construits comme ça, au service des ressources humaines, des équipes des ressources humaines, hein, faut pas l'oublier, c'est vraiment au service des équipes des ressources humaines. Et ils commencent, avec la compétence, à aborder des sujets qui vont être au service opérationnel. Et il y a un vrai sujet de comment faire pour que les opérationnels s'approprient évidemment cet outil-là. Aussi, point très important par rapport à un rapport Gartner qui vient de sortir, qui tout récemment, en plus on l'a pas fait exprès, c'était juste avant ce webinar. Donc c'est un rapport Gartner qui annonce en fait le top 5 des priorités des responsables RH en 2021 sur donc un panel de 800 professionnels RH dans le monde entier. Et pour la première fois, alors c'est peut-être la crise qui a fait ça, et les différentes difficultés qu'ont peut-être les entreprises en ce moment, mais en tout cas pour la première fois, la compétence est devenue le sujet numéro 1 des priorités RH en 2021 dans le monde, donc d'après une analyse Gartner. Donc ça vient tout juste de sortir, on pourra vous transmettre le lien d'ailleurs si vous voulez du Gartner. Et si on lit le détail, en fait 68% donc des DRH interrogés estiment que leur priorité absolue pour 2021 est de développer les compétences critiques pour l'organisation, notamment via le reskilling. Donc, et 65% d'entre eux estiment que c'est un challenge indispensable afin de réussir les objectifs business de l'entreprise et avec en premier lieu l'excellence opérationnelle. Alors là, c'est un vrai sujet aussi, c'est de faire en sorte. Alors, je m'entends en écho quelque part. Ouais, écoute, ça va. Ok. Moi, je m'entends en écho. Mais c'est de faire en sorte que aussi la compétence va être au service des opérations. Est-ce que finalement, pour reprendre ce que tu disais juste avant, on n'est pas aujourd'hui dans une logique inversée, c'est-à-dire que depuis des années, j'allais dire, les éditeurs fabriquent des outils, comme tu l'as dit, faits pour les RH. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plutôt effectivement besoin d'outils SIRH faits pour les salariés et les opérationnels? Il n'y a pas un changement d'orientation du marché? Bah, en fait, moi, la grande question que je me pose encore maintenant, c'est est-ce que les éditeurs SIRH vont réussir, les gros éditeurs SIRH de marché vont réussir à la fois rester un outil SIRH au service des équipes RH et réussir ce tour de force de devenir un outil utilisé au quotidien par les opérationnels dans un enjeu d'excellence opérationnelle, de qualité opérationnelle et d'accélération opérationnelle pour le business. Est-ce qu'ils vont réussir à la fois à couvrir les deux sujets ou est-ce que mécaniquement, j'ai même envie de dire structurellement, en fait, les entreprises ne vont pas
forcément fonctionner comme ça et voudront toujours avoir d'un côté ce que j'appelle le SIRH administrativo-financier et processus pour les processus RH et un SIRH au service des opérations. Et que chacun aura sa ligne de budget, chacun aura ses outilleurs, chacun aura ses acteurs en fait, et ses utilisateurs. C'est ça aussi la question à se poser. Il y a quelqu'un qui nous demande ce qu'est le Oui, reskilling. Le reskilling, en fait, c'est la capacité à transformer les métiers, à amener un collaborateur d'un point A vers un point B, d'un métier A vers un métier B. C'est ça, hein, Olivier? C'est ça, effectivement, c'est tout simplement ça. D'ailleurs, si je prends le rapport Gartner au niveau des priorités, donc les compétences, c'est 68% effectivement de la priorité pour les responsables RH. Et en fait, en deuxième place, ça descend à 46%, c'est les organisations, design des organisations et le change management. Voilà. Et bizarrement, l'expérience employée descend en dernière position du top 5 des priorités, avec l'expérience employée à 28% des priorités responsable RH. Donc c'est un vrai bouleversement. Mais l'expérience employée, ça dépend comment tu l'envisages. Tu as l'expérience employée au niveau pratique, utilisation de l'outil. Et aujourd'hui, je pense qu'au-delà de l'expérience employée, on est plus dans une stratégie d'expérience plutôt collaborative et participative. On a l'impression que la tendance va plutôt sur cet axe qui est de faire, comme tu l'as dit, plus impliquer les opérationnels à la fois dans les projets et surtout dans l'utilisation des outils et que les outils soient au plus proche des opérationnels. J'imagine que quand tu travailles avec une entreprise, par exemple, je ne sais pas, dans l'industrie, effectivement, le chef d'équipe a besoin d'utiliser la compétence d'une façon très opérationnelle et très réactive, contrairement au RH qui, lui, va peut-être avoir une vision plus macro de ses compétences. Ah bah, totalement, c'est ce qu'on va aborder dans les prochaines slides. Hein. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple de nous qu'on rencontre au quotidien. Et c'est pour ça qu'on équipe des entreprises qui ont déjà des outils SIRH classiques du marché, des gros éditeurs SIRH. C'est parce que, en fait, malgré le gros, beau, nouveau éditeur SIRH global qui est mis dans l'entreprise, bah, vous avez tous les directeurs de BU, tous les managers qui à un moment doivent connaître pour leurs opérations, pour leur activité, leurs collaborateurs. Et eux, dans leur coin, ils font leur petit Excel avec leurs compétences clés qu'ils considèrent comme étant utiles à connaître par rapport à leurs collaborateurs, pour les staffer, pour maintenir leurs compétences. Ils n'utilisent pas du tout, en fait, le référentiel et l'outil SIRH groupe pour connaître leurs collaborateurs. Ils utilisent uniquement pour l'entretien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve finalement avec une scission. D'où ma question de est-ce qu'il y aura une scission à vie ou est-ce qu'à un moment, un gros éditeur SIRH peut faire de France et tout faire. Il y a Catherine qui réagit en disant une grande majorité des managers RH sont de formation, gestion administrative du personnel. C'est pas tout à fait faux. Il faut aussi que les populations RH soient formées à la gestion de ces compétences. Hein. On s'improvise pas responsable du développement RH. Hein. Ah bah totalement. Hein. C'est sûr que j'ai même posé, d'ailleurs ça amène sur cette slide-là. En plus de ça, alors ça c'est une question. Est-ce qu'un jour il y aura deux DRH, un DRH plutôt administratif, financier et gestion du personnel, et un DRH vraiment pur pour le business, RH business partner. Ça voilà, ça c'est une vraie question aussi à se poser, avec des budgets différents, des équipes vraiment différentes. Ça c'est une vraie question à se poser aussi. Hein. Alors après, on passe sur un slide que tu as intitulé IA, Big Data, Machine Learning, qui sont des terminologies qu'on voit de plus en plus, qui sont très marketées aujourd'hui. C'est quoi ton avis sur ça, sur le marché en général, et puis notamment sur, par exemple, cette notion d'intelligence artificielle? Alors, effectivement, c'est pour ça que je souligne en dessous, y a-t-il un informaticien dans la salle? Alors, c'est un vrai sujet parce que je vais reprendre l'anecdote par rapport à la formation des responsables RH. Olivier, on me signale qu'effectivement, il y a un écho quand tu parles. Ok. Est-ce qu'il y a un autre ordinateur Non. allumé autour de toi?
Un téléphone trop près, je sais pas. Comme ça ou pas? Ah, pour moi, ça va toujours, mais Il y a toujours un écho motion. Bon, on continue? ouais, vas-y. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a un informaticien dans la salle? J'explique simplement parce que de temps en temps, je fais des interventions donc dans des facultés pour des responsables RH en formation. Et souvent, je pose la question qui est un geek dans la salle? Qui est un geek dans la salle? Et en fait, il y a très très peu de geeks encore dans les élèves, futurs élèves RH. Et c'est vrai que à côté de ça, on leur vend beaucoup des outils à base d'IA, de big data, de machine learning, etc. Alors, les fondateurs d'Ilant, nous, on est ingénieurs de formation, dont deux qui sont ingénieurs informaticiens. Donc, on est plein dedans et tous les jours, notre R&D aussi est dedans. Et on aime bien rappeler, et j'aime bien rappeler un peu où on en est au niveau de l'IA déjà, qui est un mot très large, euh, et, euh, et ce qui est vraiment possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire actuellement, en tout cas ce qu'on considère possible en termes d'IA. Parce qu'on n'aime pas trop le fait qu'on dise, bon, vous inquiétez pas, c'est une IA, et en fait, derrière, il n'y a pas grand-chose. Bon, premier point, l'IA, déjà, c'est un peu fourre-tout parce que l'intelligence que vous pouvez créer à travers une solution, ça demande déjà de la donnée que vous devez analyser. Donc, la big data permet de nourrir des algorithmes et c'est comme ça qu'après, via le machine learning, donc une machine qui apprend, ou le deep learning, qui est pareil, un apprentissage très profond, on peut en déduire des choses. Donc, oui, à date, l'IA a la capacité, par exemple, à partir d'un texte, de lire ce texte et d'essayer de deviner à l'intérieur quelles sont les compétences possibles à l'intérieur de ce texte. Mais pour pouvoir détecter ces compétences, par exemple, il faut qu'à un moment, cette IA ait quand même un corpus. Il faut qu'elle dise, c'est la compétence gestion de projet. Il faut bien qu'elle s'occupe à un moment d'avoir un corpus. Et là, c'est là aussi ça devient intéressant parce que nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que vous pourriez imaginer pousser toutes les compétences de l'ESCO. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît le référentiel ESCO, qui est le référentiel des emplois et des compétences de l'Europe, de l'Union européenne. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a des responsables RH qui m'appellent en disant, est-ce que vous pourrez fournir un référentiel avec votre solution? Et je leur pose la question, est-ce que vous connaissez l'ESCO? Et souvent, parfois, c'est non, alors que c'est une des bases les plus complètes, en tout cas en termes de métier et de compétences. Donc, vous n'étiez pas allé sur le référentiel de l'ESCO. Et bien, sur l'ESCO, vous avez toutes les compétences allant de la pêche en eau profonde jusqu'à coder en Java. Qui fait que, par exemple, si vous demandez à une IA sur un corpus extrêmement large de compétences, de détecter des compétences, à partir d'un CV, à partir d'une fiche de poste, à partir d'une fiche de formation, bref, à partir d'un texte, nous, c'est ce qu'on fait. Si on voit que le corpus est extrêmement large, on va peut-être suggérer une compétence au collaborateur qui va être pertinente par rapport à son CV. Par contre, il n'y a aucun sens, en fait, dans le cadre de son entreprise et de son activité. Et c'est là où il faut faire quand même attention. Autre point important par rapport à l'IA, c'est que oui, l'IA peut apprendre. L'IA peut apprendre. Alors, l'ESCO, j'ai une question, c'est L apostrophe ESCO. Voilà. Donc, autre point important par rapport à l'IA, évidemment, l'IA peut apprendre au fur et à mesure que vous acceptez une offre de poste, que vous vous intéressez à un métier. Évidemment, peut apprendre la proximité que vous pouvez avoir avec. Donc, ça va. Par contre, moi récemment, j'ai entendu parler d'un autre sujet à base d'IA d'une autre société qui vend maintenant et peut, grâce à l'IA, analyser des milliers d'offres d'emploi sur le marché et vous donner des tendances sur les métiers. Alors, c'est là où je suis un peu plus sceptique, tout simplement parce que oui, on pourrait analyser des millions et des millions d'offres
d'emploi et voir que le métier, on va faire une caricature de data scientist, est de plus en plus recherché. Donc, on peut avoir une tendance à court terme. De là à détecter que le data scientist, dans 5 ans, dans 10 ans, va avoir besoin de telles compétences, ça devient un peu plus complexe, je pense sérieusement. Et j'ai envie de dire, le meilleur des exemples, c'est est-ce qu'il y a 1 an et demi, cette IA qui analyse des fiches d'emploi aurait analysé qu'il faut être bon dans la production de gel hydroalcoolique et de masques. Donc voilà, faire légèrement attention, en tout cas sur la survente d'analyse de tendance marché. On peut faire des tendances à court terme. Et d'ailleurs, il y a de très bons rapports aussi qui sont faits, qui n'utilisent pas une IA, qui sont des humains qui ont pris le temps d'étudier le sujet. Vous pouvez aller sur l'OPIEC. Je vous conseille, en plus de l'ESCO, je vous conseille l'OPIEC. Donc OPIIEC. Personnellement, j'utilise aussi beaucoup l'OPIEC pour définir des référentiels. Et ce qui est vachement intéressant dans l'OPIEC, c'est que ça vous donne métier par métier l'ensemble des compétences attendues avec des niveaux attendus et en plus les tendances du marché par bassin de ressources dans toute la France. Vous dire combien il y a eu d'offres de postes dans telle région sur tel métier. Bon, bah, avec l'OPIEC, vous avez énormément aussi d'informations sur les tendances, tendances marché. Voilà. Donc voilà, l'IA peut apprendre, peut faire pas mal de choses. Par contre, il ne faut pas non plus croire à tout par rapport à l'IA. Il faut toujours de la donnée, il faut toujours qu'elle apprenne. Alors, pour revenir là-dessus, dans la technologie LAMP, tu embarques quand même un peu d'IA. Clairement, on embarque de l'IA et on embarque de l'IA actuellement qui nous donne la capacité de détecter des compétences, de faire matcher des collaborateurs avec des offres de poste avec des fiches d'emploi, d'apprendre effectivement les compétences ou les fiches d'emploi, les fiches de poste ou les fiches de formation ou les projets qui pourraient les intéresser. Et c'est comme ça que notre IA apprend. D'accord. Ce que tu dis par contre, c'est attention aux outils qui vous survendent des prédictions plus ou moins douteuses, quoi. En fait, déjà, il faut faire attention à ça. Et de deux, il y a des documentations qui sont très bien faites, comme cité l'ESCO ou l'OPIEC, qui va vous donner énormément de réponses qu'une IA en fait va pas forcément vous donner à date. Et il faut déjà connaître ces bases de ressources qui sont très intéressantes. Ça marche. Effectivement, l'OPIEC, un des observatoires les plus riches. Il est très très complet, hein. Vraiment. Si vous voulez faire vos prochains entretiens annuels et professionnels, personnellement, c'est ce que j'utilise chez Elamp. Je suis allé sur l'OPIEC pour m'inspirer. Donc, en plus de ce que j'ai fait avec mes collaborateurs ou eux-mêmes définissent leur fiche de poste. Alors, ensuite, on avait parlé d'un sujet qui était l'approche. Alors, on avait parlé de 2 sujets. On avait parlé de l'approche macro, l'approche micro des compétences. Et puis, effectivement, est-ce qu'on est plutôt sur une approche d'évaluation ou de déclaration des compétences? Alors, j'entends évaluation classique hein, par les RH et puis déclaratif, approche déclarative par les salariés, en fait. Alors, très clairement, c'est aussi un vrai sujet. En fait, moi, ce que je remarque par rapport aux compétences, et on voit qu'il y a un vrai travail à faire sur ça, c'est que d'un côté, vous avez la compétence rédigée dans un cadre évaluatif, que j'appelle un cadre dit d'évaluation. Typiquement, sur sa fiche de poste, je vais écrire c'est mener un projet avec rigueur. Et donc là, en fait, le manager, lors de l'évaluation, il va donner une gradation. Donc, c'est une compétence écrite dans son cadre d'évaluation qui va permettre effectivement de donner un cadre pour l'évaluation. Alors que quand vous êtes dans un cadre plutôt d'autodéclaration, de détection de compétences par une IA, par exemple, là, vous êtes plus sur, par exemple, la notion de gestion de projet, typiquement. Et pourtant, ça va donner les mêmes informations. Donc, il faut réussir à faire cohabiter ces deux façons de rédiger la même compétence. Donc, évidemment, on peut avoir des algorithmes qui permettent de faire le rapprochement, mais y compris dans le projet de l'entreprise, de mise en place d'un outil pour les compétences, il va falloir qu'il fasse aussi une part des choses entre comment il veut rédiger ses compétences. Parce qu'il faut faire attention, c'est que si vous rédigez vos compétences dans un cadre trop évaluatif,
en fait, sur vos postes, sur vos besoins, en fait, vous parlez plus la langue des opérationnels. Les opérationnels vont plus effectivement parler une langue qui est, je cherche quelqu'un qui sait parler anglais, qui sait faire la gestion de projet, alors que quand vous évoluez, vous allez dire réaliser un projet avec rigueur et parler un anglais professionnel. Vous allez l'écrire comme ça. Et quand vous faites une recherche d'expertise ou quand vous auto-déclarez vos compétences en tant que collaborateur, par exemple, vous n'allez pas utiliser ces termes-là. Donc voilà, il y a un vrai sujet aussi de cohabitation. Et c'est que comme ça, en tout cas, que vous allez pouvoir faire en sorte que vos opérationnels, le business, s'approprient finalement votre démarche compétence parce que vous allez parler leur langue. Et là, on rentre aussi dans la problématique de la finesse des informations, des compétences. C'est nous, ce qu'on voit chez nos clients, hein, clairement, hein, c'est plus on rentre dans une finesse qui est typique et spécifique en fait à l'entreprise. Je peux vous dire que en travaillant avec beaucoup de construction, Eurotunnel, Naval, on pourrait croire qu'il y a des référentiels communs ou des données communes. Oui, il y en a, mais en fait, donc il y en a sur les soft skills et sur certaines compétences en management. Mais après, à un moment, quand on rentre dans le spécifique, dans le cœur du métier, bah, il faut, si vous voulez être accepté par les opérationnels, parler la langue des opérationnels. Et là, je peux vous dire que d'une entreprise à l'autre, j'ai jamais trouvé la même chose, clairement. Donc, tu es plutôt sur une approche micro, en fait. Bah, moi, en fait, une des grosses valeurs ajoutées qu'on apporte avec Client, c'est la capacité d'aller dans le micro, de donner la capacité à nos clients de parler la langue de leur opérationnel, parce qu'on n'arrive pas actuellement à faire les outils SIRH, c'est trop macro. Par contre, vu qu'on est une solution globale sur les compétences, on fait cohabiter les macro-référentiels et les données macro qui permettent, entre autres, l'évaluation et de parler la langue de l'évaluation, et aussi les micro-compétences opérationnelles. En fait, on fait cohabiter les deux, et c'est comme ça que nous, en tout cas, on réussit à être acceptés par les opérationnels et évidemment par les RH sur la partie macro-compétences. Ouais, ce qui te permet effectivement d'adresser toutes les populations avec le niveau d'information dont elles ont besoin. C'est ça. Si vous continuez à utiliser que des compétences dites évaluatives, bah, vous n'êtes pas écouté en tout cas par le business, par les opérations, vous n'êtes pas en fait leur grille de lecture, en fait, tout simplement. Ça va être la grille de lecture de l'entretien annuel, en fait. Ça s'arrêtera là. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un problème de compréhension entre les RH et les opérationnels? Parce que finalement, on a l'impression que chacun gère la compétence, qui gère la compétence d'une manière différente finalement. En fait, j'ai pas envie de dire un problème d'incompréhension, j'ai envie de dire un problème de rencontre. C'est-à-dire Ouais, c'est ça. chacun a sa langue, en fait. Et actuellement, il faut trouver et mettre en place les moyens. Et nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas, avec nos clients, c'est faire rencontrer la langue RH sur les compétences et la langue opérationnelle sur les compétences. Et c'est ça le challenge. Clairement, c'est ça le challenge. C'est-à-dire que le challenge, il est beaucoup plus là que qu'une IA, par exemple, qui détecte des compétences. Ça, on l'a fait assez rapidement, par exemple, détecter les compétences grâce à une IA. Ça n'a pas été compliqué, en fait, en termes de R&D. Par contre, en termes de R&D, de faire communiquer la macro-compétence pour l'évaluation, pour les grilles d'évaluation RH et les micro-compétences opérationnelles qui permettent le staffing, la recherche d'expertise et l'autodéclaration, là, en termes de R&D et de structure de l'outil, ça a été beaucoup plus compliqué. Et ça a été nos premières années chez Elan de R&D, d'ailleurs, avant l'IA. Est-ce que ça veut dire que quand on traite ce type de projet, est-ce que ça veut dire qu'une des recommandations, c'est de dire au RH, n'oubliez pas d'impliquer les opérationnels dans le projet dès le début? Oui, oui, et ça c'est sûr, c'est vrai que c'est un classique, mais c'est en plus de ça, cette fois-ci, on va parler votre langue en plus et réussir à faire coordonner votre langue qui va être très fine, parce que souvent les opérationnels, quand vous demandez de parler leur langue, ça va être très fin, ça va être spécifique. Euh, ça va être spécifique en fait à leur activité. Parfois, dans une grosse entreprise, vous allez avoir plusieurs BU avec chaque BU qui va avoir sa langue. Donc oui, oui, donc clairement, il y a un vrai sujet. De toute façon, on y vient dans la prochaine présentation Ouais. qui est effectivement la problématique des référentiels. Parce que c'est comme l'IA tout à l'heure. À un moment, on a beaucoup dit c'est la fin des référentiels, ou l'IA va remplacer les référentiels, ou je sais pas quoi, ou une IA génère des référentiels. Récemment, c'est ce que j'ai vu. Donc non, ça aussi, il faut quand même qu'on aborde le sujet. Nous, on est convaincus en tout cas que
alors déjà, de un, je sais qu'à un moment, on avait entendu, voilà, c'est fini les référentiels. Hein. Moi, personnellement, chez Elamp, quand on fait nos entretiens pro et annuels, là, en plus, on les fait récemment, prochainement, là, et on est en train de les préparer. Malgré tout qu'il y a du monde, malgré toutes les technos qui sont sur notre outil, à un moment, personnellement, dans mon acte managérial d'évaluation, j'ai besoin d'une grille de lecture sur le poste de mes collaborateurs. Ça, c'est un référentiel, en fait. C'est-à-dire que je fixe que j'aimerais que sur ce poste-là, c'est telle compétence à tel niveau. Là, vous créez un référentiel. Et c'est pas une IA qui va vous... Parce qu'en fait, c'est très personnel. Hein. C'est-à-dire que c'est moi aussi qui va transmettre une information à travers ce que je mets comme étant important en termes de compétences et de niveau par rapport à ce métier-là. Ce qui est hyper intéressant d'ailleurs aussi dans l'exercice, c'est que j'ai demandé à mes collaborateurs, avant moi-même que j'intervienne sur les fiches de poste, de eux-mêmes créer leurs fiches de poste. Ça, c'était un exercice hyper intéressant. Il y a une introspection que j'ai faite même pour moi-même en tant que gérant d'entreprise, c'est de définir mon poste. Bon, là, en fait, on crée un référentiel. Par contre, la méthode, je trouve, d'une certaine manière, est nouvelle. En tout cas, ce qu'on fait chez nous, c'est de se dire que avant que nous, on pousse une grille de lecture sur chacun des postes, que chacun des collaborateurs crée sa grille de lecture et qu'après, on en discute et on la met à jour ensemble. Donc moi, je crois beaucoup, par exemple, au niveau des référentiels pour l'évaluation, en tout cas, et pour les fiches de poste à évaluer, que ça soit très, maintenant, bottom-up. Et j'ai vraiment envie que de plus en plus d'entreprises proposent dans un premier temps que le collaborateur fixe sa fiche de poste et qu'après les outils permettent l'harmonisation, pourquoi pas, de différents postes entre eux. Mais ce qui est innovant pour moi sur le coup, c'est avant tout que le collaborateur fasse lui-même le travail de faire ce travail d'introspection de quel est mon métier. Autre point aussi important, c'est que donc au niveau des référentiels, il y a plusieurs référentiels. Vous avez donc votre référentiel que moi j'appelle une bibliothèque de compétences. Et après, vous avez effectivement votre référentiel d'emploi. Actuellement, les entreprises fonctionnent beaucoup par notion de référentiel d'emploi. C'est-à-dire que je vais prendre mon métier, c'est-à-dire mes grands métiers. Dans le métier, je vais mettre mes emplois repères, mes emplois, jusqu'à descendre à la fiche de poste. Donc là, je crée une arborescence finalement de métiers, emploi repères, poste. Ça, effectivement, c'est un travail lourd, complexe, et surtout avec cette obsolescence permanente. On est totalement d'accord que il y a 10-15 ans, dans le métier du recruteur, faire des entretiens vidéo de recrutement, c'était pas dans ses compétences. C'est, je pense, en ce moment, dans ses compétences. Peut-être que dans 10-15 ans, faire les entretiens de recrutement vidéo, ça sera plus dans les compétences de la fiche de poste d'un responsable de recrutement. Donc là, typiquement, il y a une obsolescence permanente quand vous définissez un métier. Par contre, une bibliothèque de compétences est un travail beaucoup plus durable dans le temps. Je m'explique, c'est que réaliser un entretien de recrutement, ça reste une compétence dans le recrutement et le recrutement reste un domaine des ressources humaines. Donc là, j'ai fait une arborescence, une structure en termes de bibliothèque de compétences et non pas en termes de métier. Et ça, c'est beaucoup plus stable dans le temps. Ça restera vrai. Par contre, il y aura de moins en moins ou de plus en plus l'utilisation de certaines compétences. Donc, en fait, il y a un travail que nous, on a vu chez nos clients, c'est que, en fait, actuellement, il y en a très peu qui abordent la notion de bibliothèque de compétences. C'est-à-dire tout de suite, ils veulent un outil d'IA qui détecte des compétences, mais ils ne se posent pas forcément la question de se dire oui, mais quelle est ma bibliothèque de compétences? Quelles sont les compétences que je dois utiliser au quotidien en tant qu'entreprise pour fonctionner, indépendamment de mes fiches de poste, qui sera finalement la bibliothèque de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble des responsables RH, de l'ensemble des managers pour travailler au quotidien. C'est-à-dire que à partir de cette bibliothèque de compétences, je vais pouvoir m'auto-évaluer. Donc, ça sera une grille permettant l'auto-évaluation et de m'ouvrir mes chakras dans d'autres domaines sans passer et sans m'enfermer dans ma fiche de poste. Pour les responsables, par exemple, de l'évaluation, à piocher dans cette bibliothèque de compétences pour définir mon poste et mes niveaux attendus. Pour mes projets, évidemment, piocher dans ces compétences pour définir mon cahier des charges en termes de compétences attendues pour mon projet, sans passer par les fiches de poste. Et ça, actuellement, ce travail est assez peu fait, très clairement. Et nous, on pense que c'est vraiment la clé. Parce que si vous voulez faire la compétence de la matière première de votre organisation, il vaut mieux commencer par une bibliothèque de compétences. Alors, il y a Nicolas qui demande, concernant cette bibliothèque, combien de niveaux elle doit avoir? Mais est-ce qu'il y a des niveaux dans cette bibliothèque? Ça, c'est une bonne question, mais il n'y a vraiment pas de règle.
Clairement, nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que les premiers niveaux, c'est un niveau plutôt macro qui va effectivement servir les entretiens et l'évaluation. Et plus on rentre dans une arborescence fine au niveau du référentiel, c'est-à-dire de la bibliothèque de compétences, plus on va parler le langage des opérationnels. Et c'est ça qui va vous rendre crédible votre bibliothèque. D'ailleurs, c'est le côté fin, parce que l'opérationnel veut dire ah, ça c'est mon expertise, ça c'est ce que je suis, et là il se renseigne. Si vous êtes sur une échelle trop macro, effectivement, il ne va pas se renseigner. Donc en fait, il faut descendre suffisamment fin pour qu'à un moment votre opérationnel ait l'impression que, et cette sensation, et c'est une réalité d'ailleurs, qu'on parle sa langue. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on fait au niveau algorithme, c'est d'objectiver les macro-compétences par les micro-compétences renseignées. C'est-à-dire que le collaborateur, il ne va pas s'autodéclarer sur gestion de projet, il va s'autodéclarer par exemple sur des compétences plus fines que la gestion de projet, et nous, ça va nous permettre d'objectiver qu'il est bon en gestion de projet, par exemple. D'accord. Alors, Voilà. on va peut-être passer un peu au cas d'usage pour illustrer un peu comment Ilamp est déployé auprès de différents clients et qui en ont potentiellement différents cas d'usage. Hein. Voilà, c'est effectivement ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est donc 4 exemples types et cas d'usage de nos clients qui ont réussi à mettre les compétences au service de leur opération. Alors, on va commencer par Eiffage. Oui. Donc effectivement, Eiffage va illustrer un de nos cas d'usage qui est parler la langue des opérationnels. C'est vraiment un de nos clients qui réussit à faire de l'évaluation une langue parlée par les opérationnels. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, vu qu'ils fonctionnent en mode projet, ils ont défini métier par métier des activités attendues qui doivent exécuter régulièrement sur le terrain. Donc, c'est vraiment une langue parlée sur le terrain. C'est pour prendre un exemple, pour le métier de conducteur de travaux, pour la compétence appliquer des règles et consignes de sécurité, être au niveau basique, c'est arrêter le poste de travail en cas d'anomalie, remonter l'information et proposer des actions correctives. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de langue de terrain. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que à chaque phase de projet, ils commencent par vérifier s'ils sont prêts sur l'ensemble des attendus en termes d'activité pour pas mettre en risque le projet. Et tous les 15 jours, 3 semaines, un mois, ça dépend en fait de la date limite qu'ils se sont fixés avec leur manager pour mettre à jour en fait leurs compétences et leur activité. Donc c'est vraiment une langue opérationnelle. Donc le collaborateur fait de l'autodéclaration, le manager donne aussi son avis sur la fréquence de mise en œuvre des activités attendues dans ces compétences-là, et ils font le point au moment de la deadline qui est fixée comme étant un moment de correction de cette activité, où le collaborateur le fait pas assez en fait. Donc ça permet aussi d'être dans l'excellence opérationnelle en fait tout simplement, parce que en fait les collaborateurs ont en lecture tout le temps toutes les bonnes actions qu'ils doivent mener sur le terrain, elles viennent sur le terrain en fonction de leur poste. Donc c'est un vrai outil de travail. Et voilà, ça demandait de rentrer dans une finesse plus forte que ce qu'ils ont habituellement sur les entretiens annuels, qu'ils ont sur notre outil. Et aussi, il y a une fréquence beaucoup plus rapide de lecture et de correction sur l'ensemble des activités qu'ils doivent mener au quotidien. Alors, avec un système d'alerte qui dit tu vas bientôt faire ton prochain entretien avec ton manager. Et voilà, est-ce que tu as bien mis en œuvre le plan d'action que tu as défini la dernière fois? Ça peut être il y a 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, sur cette activité-là ou cette compétence-là. Donc, on est vraiment quelque chose de très fin. Il y a une question, Olivier, on n'en a pas parlé, mais une solution comme Ilamp, elle s'adresse également aux PME? Alors, oui, effectivement, totalement. Nous, notre plus petit client, c'est un cabinet de conseil de 50 consultants. Donc oui, nos plus petits clients, c'est le cas, c'est 50 consultants. Et après, nos plus gros clients, c'est plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Donc oui, on utilise effectivement des petites structures. Et de toute façon, et aussi bien public que privé?
Oui, sur ça, il n'y a pas vraiment de règles à partir du moment où la compétence est un enjeu important. Oui, et d'ailleurs, ce cabinet de conseil, c'est parce que c'est un cabinet de conseil qui fait que même à 50, euh, ils ont tous une expertise tellement fine, chacun des consultants, ils avaient besoin d'un outil dédié en fait pour cartographier toutes ces compétences-là. Donc, en plus, on est dans de la finesse en termes de référentiel. D'accord. Alors, deuxième exemple, qui est plutôt une application, donc comme tu l'as mis, hein, de staffing par les compétences. Oui, alors ça, c'est un des autres exemples typiques de l'utilisation qu'on peut faire de la compétence au service d'opération, c'est les projets et le staffing. Bah, d'ailleurs, ce cabinet de conseil de 50 consultants, c'est le cas. Et là, je vais vous parler de la HomeSuite Company, qui est le nouveau nom d'Adelius OneCore, donc qui est une ESN de 350 consultants. Qui, alors déjà, là où je suis très très content avec ces clients-là, c'est qu'ils ont réussi vraiment à faire cohabiter sur une bibliothèque unique de compétences, toutes les compétences qu'ils utilisent pour leurs entretiens. Donc, effectivement, c'est macro-compétences RH, pour l'évaluation RH, et les micro-compétences d'expertise qui permettent de staffer leur projet. Et les deux cohabitent effectivement sur notre solution, tout est coordonné, qui permet que, d'un côté, les opérationnels sont totalement appropriés l'outil pour staffer leur projet au quotidien en fonction des compétences, des disponibilités, des appétences de l'ensemble de leurs consultants. Et en même temps, effectivement, les consultants sont staffés. En fin de mission, évidemment, peuvent mettre à jour leur profil, et c'est parce que leur profil est à jour, ils sont obligés d'ailleurs de mettre à jour leur profil en fin de mission, ça fait partie des processus pour être staffé sur la prochaine mission. Je te garantis en permanence d'être mis à jour en termes de compétences. Et en plus de ça, ils peuvent tout de suite se comparer à des emplois qui pourraient les intéresser dans l'entreprise, voir aussi quelles sont les compétences attendues par ces emplois, et ça permet le processus de mobilité interne et le parcours de carrière. Et tout cohabite sur l'outil. Et ce qui est totalement logique, en fait, d'ailleurs, que ces macro-compétences et ces micro-compétences opérationnelles cohabitent. Et c'est un client qui a réussi à faire ça. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant Donc là, sur ça. on est dans une utilisation très dynamique, hein. Ah bah là, oui, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment grands, ils sont 350, donc suffisamment grands pour avoir des enjeux de mobilité interne, de parcours carrière, et vu que c'est une ESN, ils doivent tous les jours staffer leurs consultants. Donc c'est là où, d'une certaine manière, vous maximisez le dynamisme en termes d'utilisation des compétences, très clairement. Parce que, d'ailleurs, je peux faire une parenthèse sur ça. Euh, c'est sûr que malheureusement, la mobilité interne et les parcours de carrière, c'est un cas d'usage sur la compétence, mais nous, ce qu'on a analysé sur le terrain, et chez nos clients, c'est que c'est le cas d'usage avec la fréquence du ROI, malheureusement, actuellement considéré comme le plus faible. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours qu'un collaborateur va mettre à jour son profil pour changer de métier. Un métier, on en fait tous les 2, 3 ans, 4 ans peut-être, du poste aussi. Donc, des outils uniquement qui servent la mobilité interne et parcours de carrière, euh, qui, malgré toute la bonne techno qu'ils mettent derrière, pour matcher avec la meilleure offre, le meilleur métier, ça n'empêche que la puissance est faible. Et le ROI perçu est faible, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver d'autres cas d'usage utiles pour l'entreprise en termes de compétences, une vraie fréquence et un vrai ROI perçu par la direction générale. Ça marche. Alors, troisième exemple, alors cette fois-ci plutôt sur la partie habilitation, formation, et puis notamment pour les entreprises, hein, là, comme dans l'exemple Rotinel, qui ont des contraintes fortes à ce niveau-là, hein, sur le niveau des habilitations dans leurs différents métiers. Oui, totalement. Alors, Eurotunnel, c'est un de nos autres clients importants qui ont un cas d'usage vraiment opérationnel, mais alors à 100%, je veux dire. Par exemple, actuellement, sur Eurotunnel, Ilamp n'est pas utilisé dans des enjeux de mobilité interne et parcours par exemple. C'est l'utilisateur quotidien
c'est le manager qui doit vérifier en permanence que l'ensemble de ses collaborateurs ont bien leur habilitation, leur certification, leur process à jour pour que les collaborateurs interviennent en toute sécurité dans le tunnel sous la Manche. Donc, actuellement, c'est une contrainte tellement forte parce qu'il y a tellement de règles au niveau de la sécurité, au niveau des audits, qui fait que chaque collaborateur a un ensemble en fait d'habilitation et de certification à avoir à jour, avec des règles très spécifiques. C'est-à-dire, alors s'il change de manager, il va perdre son habilitation. S'il change d'environnement de travail, il va perdre son habilitation. S'il n'a pas été formé, au bout de 3 mois, tous les 3 mois, il perd son habilitation. S'il n'a pas été évalué sur le terrain comme faisant les bonnes pratiques sur le terrain, il perd son habilitation. Donc voilà, c'est des contraintes très très fortes. Donc nous, on a digitalisé en fait toutes ces contraintes fortes autour de l'ensemble des habilitations et certifications et des CACES de l'ensemble des collaborateurs d'Eurotunnel. Et en fait, on est au courant de tout, de ce qui se passe en fait en termes de formation provenant du LMS, c'est-à-dire qu'on est connecté au LMS, à l'outil de formation qui nous tient au courant des formations des collaborateurs. On outille directement les grilles d'évaluation sur le terrain, qui met à jour automatiquement en fin d'évaluation sur le terrain les compétences, les habilitations et les certifications. On va même jusqu'à générer la carte d'habilitation des collaborateurs pour qu'ils puissent la présenter et intervenir sur le terrain. Donc voilà, on est vraiment dans un usage avec un système de workflow qui permet d'intervenir sur le terrain et d'être conforme et d'intervenir en toute sécurité. Typiquement, c'est un des clients qui n'utilise pas du tout les algorithmes d'IA. Hein. Je peux vous dire que la R&D, elle est vraiment ailleurs. Elle est plus sur les workflows et sur les notifications et que ça marche bien et que ce soit précis, beaucoup plus que détecter une compétence, parce que c'est pas leur sujet, en fait. Et donc là, typiquement, c'est des compétences au service au service des opérations. La connaissance des collaborateurs au service des opérations. Donc là, on est sur le secteur industriel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va sortir bientôt notre offre industrie. C'est parce que en fait, on va généraliser ça à toute forme d'organisation qui ont des contraintes fortes en termes de gestion de ces compétences sécuritaires, de conformité aussi. Et donc, ça peut être des secteurs comme la banque pour vendre certains produits. Ça peut être évidemment donc le BTP, l'industrie lourde. Voilà. Dès qu'il y a une contrainte forte et pour maintenir les collaborateurs à jour, on peut outiller ça. Ok. Et donc, le quatrième cas d'usage qu'on va voir, c'est le cas du workforce planning. Et donc, la capacité pour les RH de construire et de faire évoluer leur organisation dans le temps et de faire des projections. Alors, effectivement, donc pourquoi on a mis le workforce planning comme étant quelque chose au service des opérations? C'est parce qu'en fait, l'activité de workforce planning chez Orano, donc qui est le nouveau nom d'Areva, était une activité opérationnelle régulière et quotidienne chez eux. Alors, je m'explique. C'est tout simplement que on a Areva, Orano faisait déjà ça. Hein, c'est vraiment très critique pour eux de maintenir à jour l'ensemble de leur expertise métier très fine, avec donc leur métier, leurs compétences très spécifiques à leur industrie. Donc ils utilisent déjà en fait sur un Excel, hein, clairement c'était sur Excel, une grille de l'ensemble des business units d'Orano avec l'ensemble des métiers importants, tous les métiers d'ailleurs importants et compétences importantes à maintenir chez Orano. Et avec un ensemble d'indicateurs assez forts, c'est-à-dire est-ce que ce métier est en croissance, décroissance, quel va être mon effectif cible à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vraiment, voilà, tout ça, c'était cartographié sur un très beau fichier en Excel, mais bon, c'était assez lourd et c'était complexe parce que les personnes qui devaient mettre à jour ce document devaient le transmettre à l'ensemble des responsables de business unit, qui devaient mettre à jour aussi leur information spécifique à leur business unit.
Et voilà, c'était un gros Excel partagé pour caricaturer. Et donc, quand on s'est rencontrés, on a vu que notre technologie avait la capacité en fait d'embarquer l'ensemble de ces indicateurs donc métier par métier, compétence par compétence, donc de criticité, d'effectifs à date, le fait aussi de pouvoir enregistrer des scénarios et des plans d'action à 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc, on leur a montré qu'on pouvait le faire. Et aussi, notre outil, vu que c'est un outil dédié à ça, facilite le côté collaboratif. C'est facilite le fait que chacun dans l'organisation, à son niveau, va pouvoir renseigner les informations importantes par rapport à son métier ou ses compétences dans sa business unit, par exemple. Donc, ça a facilité le collaboratif. Et donc là, voilà, on a déployé Elamp chez eux sur ce sujet-là. Et donc, on coordonne tout ça et on facilite finalement leur projection et leur scénario de projection en termes de bassin de ressources. Et c'est hyper intéressant parce que donc là, on a une échelle volumique. Et là, parmi les prochains sujets qu'on va aborder, c'est comment faire entrer aussi le collaborateur avec jusqu'à une notion d'autodéclaration et qui va alimenter ces informations plus macro et plus volumiques. Et on va travailler ensemble pour coordonner finalement l'individu jusqu'à des grands plans stratégiques en termes d'évolution des métiers et des compétences. Voilà, qui est la définition pure du workforce planning. Actuellement, le workforce planning est plutôt à une échelle macro souvent, et il a encore eu du mal à descendre à une échelle micro, c'est-à-dire un individu. C'est-à-dire que le fait qu'un collaborateur se renseigne sur un métier qui pourrait l'intéresser plus tard, le fait qu'il s'ajoute des compétences, alimente les grosses analyses, et que tout soit bien coordonné, c'est un vrai sujet de R&D hyper important. Est-ce que ces indicateurs sont fournis, je dirais, en standard ou est-ce que tu peux modéliser des indicateurs en fonction des besoins des entreprises? Alors oui, c'est Areva Orano, c'était vraiment un des clients qui a montré à quel point notre solution donnait de l'agilité dans les indicateurs qu'ils souhaitaient renseigner. C'est pour ça qu'au tout début de ce webinaire, je disais que nous, chez Elamp, la R&D, on l'a beaucoup plus mis au début sur les modèles de données plus que sur l'IA, parce que c'était ça le plus complexe, c'est de faire en sorte que on puisse intégrer n'importe quel type de problématique en termes de métier et de compétences chez nos clients. Parce que vu que tout le monde parle sa langue, vu que tout le monde a sa façon de fonctionner, a ses spécificités liées à son industrie, on ne pouvait pas fournir un modèle standard ou une IA qui fait du standard pour tout le monde. En fait, c'était pas possible. Si vous n'avez pas la capacité en fait de gérer la langue de votre client, vous ne gérez pas la langue de votre client. Donc, en fait, vous n'êtes pas son outil de référence pour parler sa langue en termes de compétences et de métier, d'indicateurs. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte d'être agile sur ça. C'est de s'adapter à n'importe quel type de langue et n'importe quel type de structure et d'industrie. Et puis après, on a rajouté par la suite tout ce qui est couche d'IA pour faciliter, en fait. Il faut vraiment voir l'IA comme un facilitateur et non pas comme une fin en soi et non pas comme une matière première aussi, clairement. La matière première, c'est parler et s'adapter à la culture, à la structure de l'entreprise et à ses référentiels s'il en a, évidemment, parce que comme on le disait tout à l'heure, à un moment, vous aurez toujours un besoin d'un référentiel comme grille de lecture. Même si vous avez de l'IA qui vous suggère de nouveaux éléments, vous aurez toujours besoin d'une grille de lecture. Et donc voilà, c'est comme ça que, en tout cas, ce client Orano Areva nous a permis de montrer jusqu'où on pouvait aller, et on continue d'ailleurs avec eux d'avancer sur tous ces modèles et ces workflows. Alors, une question, tout à l'heure, tu parlais par exemple d'intégration et de communication avec des outils de LMS pour aller pousser les bonnes formations, par exemple, pour tout ce qui concerne les habilitations, certifications. Avec quel autre type d'outils RH tu te connectes et pour quelle finalité? Alors, effectivement, pour vous montrer un peu le type d'intégration qu'on peut faire, donc le LMS, c'est assez classique. Hein, nous, on permet de remonter que le collaborateur, il va falloir qu'il se forme sur telle compétence, tout simplement. Et donc après, une fois que qu'on est connecté aussi sur le LMS pour détecter l'ensemble du catalogue de formation, on découpe le catalogue de formation en compétences. Donc nous, en fait, à travers Elan, on va comprendre en fonction des compétences que veut développer le collaborateur quelles sont la bonne formation à pousser sur le LMS.
c'est là où on bascule sur le LMS, la formation, le processus de formation est réalisé. Dès que la formation est terminée, là, on est alerté comme quoi la formation est terminée, et c'est là où on met à jour le profil du collaborateur, comme quoi il s'est formé sur ces compétences-là via cette formation-là. Donc ça, c'est typiquement la connexion qu'on fait avec le LMS. Avec les outils, donc l'outil de formation. Pour le sujet du recrutement et de la mobilité interne, là, on va se connecter par exemple aux ATS, récupérer l'ensemble des offres de postes disponibles sur l'ATS. Pareil, donc les analyser, les comprendre pour pouvoir les faire matcher avec les collaborateurs, les découper en compétences et aussi pour pouvoir présenter aux collaborateurs les compétences type attendues sur ce métier-là ou cette offre de poste-là. Parce que souvent, en fait, côté outils de recrutement, souvent les responsables publient leurs offres, les découpent pas forcément en compétences. Là, nos algos vont faciliter le découpage en compétences de ces offres de poste et de ce métier. Il y a une autre connexion, c'est avec les CRM, les outils qu'utilisent les commerciaux en fait pour gérer l'ensemble de leurs projets. Et donc là, c'est évidemment les autres sociétés qui fonctionnent en mode staffing, en mode projet, qui doivent régulièrement staffer des équipes sur des projets. Donc là, on récupère l'ensemble des projets, on est connecté en fait avec le CRM de l'entreprise pour récupérer l'ensemble des projets probables en fait qui vont arriver dans l'entreprise. Donc soit ils sont déjà signés, soit ils sont probables, c'est-à-dire qu'il y a 50% de chances qu'ils remportent le deal ou 90% de chances qu'ils remportent le deal. Et donc, ça permet à ceux qui font le staffing de pré-staffer en fait leurs collaborateurs en fonction de leurs compétences, en fonction de leur disponibilité, vu que sur Elamp, on gère maintenant tout ce qui est disponibilité des collaborateurs, complète ou partielle. En fait, ça permet de faire un staffing prévisionnel de mes projets sur des projets que j'ai déjà remportés ou des projets que je vais potentiellement remporter. Et donc, ça me permet d'avoir un plan de charge prévisionnel de mes équipes. Et tu intègres également les données d'absentéisme? Oui, on est connecté effectivement sur le calendrier de disponibilité du collaborateur qu'on gère sur Elamp. On est à la fois connecté effectivement aux outils de temps, aux outils d'absence, aux outils de formation pour savoir si le collaborateur est en projet, en formation ou en absence, en fait. Ça marche. Bah écoute, on a déjà fait un tour, je trouve assez intéressant et plutôt complet des capacités de la solution. Je regarde si on a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Oui, bon, on a répondu. Comment la vision des prévisions est-elle nourrie par rapport à l'exemple là que tu présentais précédemment? J'imagine que les RH ont la capacité de jouer des scénarios, non? Alors, là, on parle du staffing. Pour le workforce planning. Ah, pour le workforce planning. Alors, très clairement, nous, par exemple, chez Orano, c'est quelque chose où chaque responsable de BU connaît plus ou moins ses tendances croissance et décroissance par métier et le renseigner déjà sur ce fichier Excel. Donc, en fait, nous, on a remplacé au début ce fichier Excel pour que, tout simplement, facilement, l'ensemble de ces indicateurs métier par métier, BU par BU, compétence par compétence, puissent être enseignés directement sur Elamp. Là, le gros travail maintenant qu'on est en train d'enclencher avec Orano, c'est le fait vu qu'en parallèle, en fait, on a déployé Elamp chez Orano sur l'autodéclaration. En parallèle, en fait, on a fait deux lancements, mais on n'a pas encore connecté les deux, c'est-à-dire la vision macro en termes de ressources et des gros indicateurs, surtout Orano, et l'autodéclaration des collaborateurs. Et ces deux niveaux, là, ça va faire partie de nos chantiers maintenant, c'est de connecter effectivement les deux. Ça marche. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, il y a des questions plus auxquelles tu répondras en direct lors de rendez-vous, parce qu'on me demande le coût de la solution, donc on ne va pas aborder les coûts de la solution là, lors d'un webinar. Donc, je ne sais plus qui posait la question. Henri, de toute façon, Olivier va nous laisser ses coordonnées, donc vous pourrez lui envoyer un petit mail suite à ce webinar. Comment se fait le lien entre niveau macro et micro, demande Eric. Alors, donc il y a plusieurs choses. Ce qu'on fait, c'est que avec des algorithmes de sémantique, on peut comprendre que cette micro-compétence est proche de cette macro-compétence et inversement. Ça, c'est possible. Il y a une autre façon de faire aussi, c'est via la bibliothèque de compétences. C'est-à-dire que si vous créez une bibliothèque de compétences, vous avez une arborescence
Et donc, dans une notion de compétences enfants-parents, plus vous rentrez dans la finesse, plus les enfants objectives, donc sont accessibles via le parent, comme je disais, ressources humaines, recrutement vidéo. Donc là, c'est une forme d'arborescence de bibliothèque de compétences. Et évidemment, si vous remontez, vous pouvez objectiver des macro-compétences. Voilà, donc ça, c'est aussi une autre façon de faire. Donc voilà. Je vois que tout le monde, il est l'heure, tout le monde nous remercie. Ouais, il est 10 heures, donc tu sais, il y a une ponctualité à respecter. Non, bien sûr, voilà, pour finir, donc là, vous a présenté 4 cas d'usage clients, n'hésitez pas. Donc voilà, nous, c'est vraiment du grand groupe jusqu'à la PME, donc de 50 consultants jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Et le but, c'est, pour conclure, c'est vraiment de mettre les compétences, en plus d'être au service des ressources humaines, surtout, et en premier, au service des opérations. C'est d'où notre tout dernier slogan qui est les compétences au cœur de vos opérations. Parce que voilà, on est convaincu que la clé des compétences sera là. Merci Olivier. Je vous ai mis le dernier slide où vous avez la possibilité de contacter Olivier directement. Donc olivier.roux@ilamp.fr et son téléphone 0607 96 27 89. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et vous retrouverez le replay de ce webinaire sur MyRHline demain matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Olivier. Au revoir. Merci, au revoir.